Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'ai toujours détesté les voyages en voiture. Quand j'étais petit, j'étais malade à chaque virage. Puis, quand j'ai fini par passer mon permis, à l'âge vénérable de 30 ans, il a fallu toute la patience d'une monitrice d'auto-école du sud de la Corrèze pour que enfin j'y arrive. Et aujourd'hui, quand je pars en reportage pour Le Monde, je déploie des stratagèmes fous pour ne pas conduire, tellement ça me stresse. Et ne dites surtout pas à mon employeur que si je dois louer un véhicule, je prends toujours une automatique parce que j'ai oublié comment on fait pour changer les vitesses. Bref, je suis à peu près la pire personne pour faire un épisode de podcast sur la voiture. Mais d'une certaine manière, je comprends d'autant plus à quel point c'est fâcheux d'en être dépendant. Même moi, je sais que dans la vie, dans beaucoup d'endroits, on peut difficilement faire sans voiture. Or, cette même voiture, elle est responsable de 16% de nos émissions de gaz à effet de serre en France. C'est colossal. Et donc, toute trajectoire pour sortir du carbone, ça nous oblige à nous débarrasser de la voiture à essence. En Europe, le véhicule électrique est présenté par les pouvoirs publics comme la clé pour sortir du pétrole. Et vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me demander est-ce que cette option est la bonne, quels sont ses effets sur l'environnement, quels sont ses risques, combien tout ça va coûter. Il est difficile de répondre à toutes ces questions en un seul épisode de Chaleur Humaine. On m'a expliqué que faire des épisodes qui durent 3 heures, manifestement, c'était pas une bonne idée. Donc, on va essayer aujourd'hui d'aborder un gros morceau de ce problème, la question des ressources et des métaux nécessaires, notamment pour les batteries. Est-ce que le véhicule électrique est une solution miracle pour sortir de notre dépendance au pétrole ? Est-ce qu'à l'inverse, la voiture électrique est plus polluante que la voiture à essence ? Quelle place occupe la question des métaux et des terres rares dans les batteries ? Est-ce que ça peut mettre en péril la transition énergétique pour les véhicules électriques, mais aussi plus largement pour les énergies renouvelables ? Voilà les sujets dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Emmanuel H. est économiste à l'IFPEN, l'ancien Institut français du pétrole, qui s'appelle maintenant IFP Énergie Nouvelle. Il est également directeur de recherche et professeur à l'IRIS. Il a longtemps travaillé sur les questions pétrolières et s'est spécialisé ces dernières années sur la question des matériaux nécessaires à la transition énergétique. Il est l'auteur de Géopolitique des énergies, qui est paru en septembre 2022 aux éditions Erol. Bonjour Emmanuel H. Bonjour. Alors, le Parlement européen a voté très récemment la fin de la vente de véhicules thermiques en 2035 et pour beaucoup, c'est perçu comme une victoire, comme une bonne nouvelle, en se disant, c'est évident, les voitures à essence, c'est un très gros morceau de la bataille climatique. Le fait d'arrêter d'en vendre à partir de 2035, c'est bien. L'option choisie, c'est de dire, on va basculer vers le véhicule électrique. Et c'est souvent présenté comme une bascule vers un véhicule propre. Vous dites souvent que le véhicule propre, en fait, ça n'existe pas. Pourquoi ? Alors effectivement, le véhicule propre n'existe pas, tout simplement parce que ce soit pour la production, notamment de la carcasse automobile ou des batteries, bien évidemment, que ce soit d'ailleurs en moteur thermique ou en véhicule électrique, on va avoir besoin de ressources, de matériaux, et puis surtout, on va avoir besoin d'énergie. Et donc, qui dit consommation d'énergie et qui dit extraction de matériaux, dit aussi impact environnementaux, à la fois impact sur les populations locales et puis impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce que l'idée qu'on s'oriente vers le véhicule électrique massivement en Europe dans les 15 prochaines années, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle ? C'est indispensable. L'électrification des transports, la décarbonation du secteur transport et l'électrification notamment du transport routier et notamment des véhicules des particuliers est essentielle à la décarbonation et notamment à l'atteinte de notre neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors j'aimerais bien qu'on déplie un peu ce dont vous parliez là sur l'impact notamment de la fabrication des véhicules, parce que c'est vrai que moi je reçois beaucoup de mails à ce sujet disant mais en fait le véhicule électrique c'est plus polluant que le véhicule thermique. Une des choses qui est mise en avant, c'est justement cette idée-là que la fabrication d'un véhicule électrique c'est plus polluant que quand on fabrique une voiture à essence. Pourquoi ? Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on fait le bilan, notamment en analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va regarder à la fois la fabrication de la voiture, l'usage de la voiture et puis le recyclage de cette automobile, il faut prendre en compte l'ensemble de la durée de vie. Et donc, quand on le décompose en différentes phases, par exemple la phase de production, si on regarde la phase de production, l'empreinte carbone de la production d'un véhicule électrique est supérieure à l'empreinte carbone d'un véhicule thermique. Pourquoi ? Parce que tout simplement,
On va avoir une batterie qui va peser, alors selon les modèles, entre 400, enfin 300, 350, 450 kilos. Et bien évidemment, c'est l'extraction de tous les matériaux qui sont nécessaires, hein. Dans une batterie de véhicule électrique, on va avoir 200 kilos de matériaux, hein. On va avoir notamment beaucoup de cuivre, on va avoir quelques éléments comme du nickel, du lithium. Donc, à la phase de fabrication du véhicule électrique, on va avoir une empreinte carbone qui est supérieure. Après, sur la phase d'usage, le véhicule électrique, il a aucune émission directe. Donc, on va rattraper, j'allais dire, le plus mauvais bilan du véhicule électrique. On va le rattraper sur la phase d'usage et l'ensemble des études, notamment qui regardent sur l'ensemble de la durée de vie, vont vous dire qu'un véhicule électrique, si vous regardez les études de l'ADEME, on a un bilan climatique, un bilan carbone qui est 2 à 3 fois meilleur pour le véhicule électrique sur l'ensemble de sa durée de vie. Si vous regardez les études de Carbone 4, on est de 3 à 4. Si vous regardez, en gros, l'ensemble des études, on est sur un facteur 3. Donc, sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule, c'est-à-dire qu'on va avoir un bilan positif à décarboner et à électrifier le transport individuel. C'est pas parce qu'il y a un bilan positif au global que ça pose pas un certain nombre de questions finalement. Parce que vous avez parlé de travaux faits par l'ADEME, l'Agence de la transition, et du cabinet de conseil Carbone 4, qui a donc été fondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, qui ont tous les deux donc produit des études sur le sujet. Moi, j'ai en tête la note de l'ADEME dont vous parliez. Dans ce travail, on comprend que ce qui joue beaucoup dans le bilan climatique, c'est le poids des véhicules. On a des voitures de plus en plus lourdes, comme par exemple les gros SUV. Ce que dit la note de l'ADEME, c'est plus un véhicule est léger, moins son poids carbone sera élevé. La note de l'ADEME a parfaitement raison et j'allais dire toutes les personnes qui travaillent à la fois sur les batteries, sur la mobilité en général, vont vous dire que notamment il faudrait des batteries dont la puissance est inférieure à 60 kWh et que plus on a des batteries qui sont de faible puissance, plus le bilan va être meilleur. Mais ce qu'il faut, c'est surtout adapter la taille de la batterie à l'usage que l'on va faire de son véhicule électrique. Et puis aussi, tout ce que l'on entend sur le véhicule électrique et notamment le mondial de l'automobile a été une porte ouverte à un bashing sur le véhicule électrique. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les éléments dont on parle aujourd'hui, on est en 2022, tous ces éléments-là, qu'est-ce qui va se passer? Le mix électrique, notamment des différents pays, il va se décarboner. On peut imaginer aussi des améliorations dans la production de ces batteries et notamment le bilan environnemental, il va aussi s'améliorer. Donc, on réfléchit généralement de manière statique, alors que justement, quand on fait de la prospective et quand on essaie d'observer ce qui pourrait se passer en termes de scénarisation dans 10, 20 ou 30 ans, le système électrique va évoluer. Donc, bien évidemment, le bilan aussi environnemental du véhicule électrique va s'améliorer. Parce que ça, c'est vrai que c'est un point important parce qu'en fait, quand on recharge son véhicule électrique sur le réseau électrique, en France, on a de l'électricité qui est très majoritairement décarbonée avec le nucléaire et les énergies renouvelables. Si on recharge son véhicule électrique en Pologne où il y a beaucoup de charbon ou en Chine, par exemple, là, le bilan, il est beaucoup plus mauvais. Donc, ce que vous dites, c'est dans le futur, comme les pays se dotent de trajectoires où ils vont produire beaucoup plus vont arrêter d'avoir des centrales à charbon, puis peut-être arrêter d'avoir des centrales à gaz, et donc le bilan sera meilleur, et donc ça va améliorer le bilan des véhicules électriques globalement d'un point de vue carbone. Ouais, ça va l'améliorer, mais ce qu'il faut voir, c'est que notamment si vous reprenez certaines études que j'ai citées, utiliser un véhicule électrique en Pologne aujourd'hui, selon certaines études, c'est déjà meilleur d'un point de vue environnemental. Même un véhicule dont la batterie est produite en Chine et utilisée en Pologne a un bilan meilleur d'environ 22%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'exception de quelques pays insulaires, à l'exception de grands pays, par exemple, il y a une discussion à l'heure actuelle sur l'Inde. Est-ce qu'à l'heure actuelle, en Inde, on a un bilan qui est environnemental qui est meilleur ou pas? Certaines études disent oui ou non. Mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est comment va se décarboner l'ensemble du secteur électrique dans les années qui viennent. Et donc, plus on va décarboner le secteur du transport et de l'électricité, plus le bilan environnemental sera meilleur. Alors j'aimerais bien qu'on aborde une question qui est souvent mise en avant dans le débat, c'est la question des terres rares. Il y a quelques années, j'avais lu, comme beaucoup d'autres, le livre du journaliste Guillaume Pitron sur la guerre des métaux rares, qui expliquait que ces métaux très recherchés posent de nombreux problèmes environnementaux et que les conditions d'extraction étaient inacceptables. Mais ensuite, j'ai mis longtemps à comprendre ça, qu'en fait les terres rares, elles portent mal leur nom, elles sont pas si rares. Et puis, ça m'a parfois mis mal à l'aise de voir que des patrons du secteur pétrolier ou gazier agitaient ça comme une raison de ne rien changer.
en disant que les batteries étaient bien trop polluantes à cause de ces fameuses terres rares. Alors déjà, je vais aller à l'encontre de cette contre-vérité. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Il y en a dans les moteurs de véhicules électriques, il y en a dans dans tout ce qu'on appelle les aimants permanents. Les terres rares, c'est quoi? Je vais simplifier, les terres rares, on appelle ça les vitamines de l'économie moderne. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un groupe de 15, 16 ou 17 éléments, des caractéristiques de résistance à la chaleur qui font que on va les mettre dans toutes les technologies pour améliorer les performances à la fois de vitesse, de puissance et donc on les retrouve dans les aimants permanents des éoliennes, de certaines éoliennes parce qu'encore une fois, si vous prenez un pays comme la France, des terres rares dans les éoliennes, il y en a très, très peu. Il y a moins de 10% des éoliennes qui contiennent des aimants permanents avec des terres rares. Mais vous allez les retrouver dans toutes les technologies de la défense, de l'aéronautique, et puis dans vos objets du quotidien, hein, vos ordinateurs, etc., etc. Alors le problème avec le terre rare, c'est que ce sont des éléments à la production qui sont extrêmement polluantes. Et quand je dis polluantes, elles sont tellement polluantes que si vous regardez d'un point de vue historique, c'est assez intéressant. Historiquement, les États-Unis étaient le premier producteur mondial de terre rare, hein, jusque dans les années 80, jusqu'à ce que la Chine accepte de prendre sa part à la fois de production de terre rare, parce qu'elle en a sur son sol, mais surtout accepte de recevoir cette pollution des pays occidentaux. Et à l'heure actuelle, la Chine va raffiner environ 90% des éléments de terres rares. Alors bien évidemment, il y a des conséquences environnementales, hein. Bon, il y a la consommation d'eau, mais il y a aussi tout le processus, j'allais dire, de récupération des terres rares qui nécessite énormément de produits chimiques. Et vous avez des villages, des endroits en Chine, notamment en Mongolie intérieure. Il y a un endroit qui s'appelle Bayanobo où vous allez avoir le pire de ce que l'on peut faire en termes d'activité minière, avec un taux de cancer qui est absolument extraordinairement élevé, avec des conséquences environnementales catastrophiques. Après, encore une fois, et c'est ce qu'on disait au départ, le véhicule propre n'existe pas. Il ne faut pas croire non plus qu'un véhicule thermique, il est fait de paille et de carton-papier. C'est aussi de l'acier, il y a une carcasse, donc forcément, l'acier, hein, il y a encore généralement des éléments charbonifères à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de nos mobilités, de toute façon, sont porteuses d'une consommation de matériaux, donc d'une extraction de matériaux. L'important, c'est encore une fois, c'est d'essayer de minimiser ces impacts et donc de voir comment on peut les réduire. Justement, sur les impacts, il y a un point que vous avez, soulevé tout à l'heure et que je trouve intéressant, c'est la question de la durée de vie des batteries et c'est une question aussi qui se pose souvent. Est-ce qu'en fait, les batteries qui sont dans les véhicules électriques, c'est des batteries qu'on sait recycler? Est-ce qu'elles peuvent avoir d'autres usages? Je crois avoir vu que la durée de vie, prévue d'une batterie dans un véhicule, c'est autour de 8 ans. À l'issue de ces 8 ans, qu'est-ce qui se passe? On les jette, on sait déjà quoi en faire et puis surtout, on se dit que dans 10, 15 ans, il y aura des millions de véhicules électriques qui seront en circulation, donc autant de batteries pour lesquelles il faudra trouver un usage à la fin de leur durée de vie. Je pense qu'on n'aura pas de problème à trouver un usage aux batteries. À l'heure actuelle, les batteries sont peu recyclées. Elles sont recyclées autour d'entre 1 et 5%. Mais encore une fois, là, il faut se projeter. Il faut se projeter. Pourquoi c'est peu recyclé? Parce qu'il n'y a pas de gisement. À l'heure actuelle, si vous regardez, on a dû vendre, enfin, le total des ventes de véhicules électriques sur l'année passée, ça doit être 175 000 véhicules électriques. En France, hein, ça fait 10% des ventes. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de gisement. Même au niveau européen, le gisement n'est pas assez important. Mais une batterie, ça se recycle. Hein, ça va se recycler entre 50 à 95% des éléments. Tout va dépendre de l'organisation des filières. Après, si on ne veut pas les recycler, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle de l'usage stationnaire, c'est-à-dire qu'on va empiler des batteries et ça va permettre de créer en gros un usage stationnaire de batteries. Et donc ça, c'est un usage qui peut être intéressant. Oui, cet usage stationnaire dont vous parlez, en fait, ça pourrait servir, par exemple, pour stocker de l'électricité pour le réseau électrique ou pour une maison qui a des panneaux solaires, par exemple. Mais dans tous les cas, il va bien falloir organiser la filière du recyclage. Le recyclage, il est important, il est intéressant, mais il faut l'organiser économiquement. Après, il y a un problème d'immobilisation. Alors quand c'est immobilisé dans des batteries courte durée, 8 ans, tout va très bien. Quand les métaux sont immobilisés dans des structures plus importantes, qui ont une durée de vie plus importante, hein, par exemple 50, 60 ans, c'est le cas des infrastructures, c'est le cas des maisons, là, le gisement, il va pas apparaître tout de suite. Donc, oui, au recyclage, bien évidemment qu'il faut le faire. Après, il va falloir le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que localiser le recyclage près des gisements. Et le problème, c'est que les gisements, ils sont forcément dispersés. Alors, on a justement parlé de ce sujet ici, dans le studio de Chaleur Humaine, il y a quelques semaines, avec l'ingénieur et essayiste Philippe Biwix,
qui disait: «Beaucoup de métaux se retrouvent en très, très petite quantité», par exemple dans nos smartphones, dans les objets connectés, et comme c'est à chaque fois un tout petit peu, en fait, organiser le recyclage, c'est très difficile parce qu'il faudrait en récupérer, un petit peu à chaque fois. Est-ce qu'au fond, là aussi, pour les batteries, on ne devrait pas d'abord, se poser la question de réduire nos usages, plutôt que de construire une filière géante de recyclage très compliquée à mettre en place? Oui, si on peut éviter ces consommations, c'est important, mais là, ça nécessite de réfléchir à la mobilité dans sa globalité. Et comme moi, je dis toujours, hein, si la transition bas carbone, c'est de passer de je suis tout seul dans ma voiture thermique à je suis tout seul dans ma voiture électrique, je pense qu'on a raté quelque chose. Quand je demande aux experts du climat ce qu'il faut faire pour mener cette bataille, tout le monde répond: bah, c'est simple, il faut sortir des énergies fossiles. Plus ou moins vite selon les scénarios, mais en fait, il y a un consensus là-dessus. Sortir du pétrole, du gaz, du charbon, c'est aussi se libérer d'une dépendance à des pays producteurs. Et d'ailleurs, la guerre en Ukraine a montré à quel point le fait de dépendre de certains pays, comme par exemple la Russie, peut poser problème. Donc tout ça, d'un point de vue, à première vue, ça semble assez gagnant. On sort des fossiles pour le climat et on se libère de l'influence russe, qatari, saoudienne, etc. Parce que je rappelle que la France importe plus de 98% de son gaz et de son pétrole. Mais en même temps, quand je vous entends, Emmanuel H., décrire les enjeux techniques du véhicule électrique, je me dis qu'il y a aussi le risque qu'on entre dans une autre dépendance, puisque tous ces métaux qui sont nécessaires pour la transition et notamment pour les batteries de véhicules électriques, ils sont produits dans d'autres pays. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on se retrouve entraîné dans une nouvelle dépendance? Simplement, ça sera peut-être plus l'Arabie Saoudite, mais ça sera peut-être d'autres pays producteurs de cuivre ou de lithium. Alors oui, c'est une vraie question et ce d'autant plus que les pays producteurs de métaux et les marchés, on va dire les marchés des métaux, lorsqu'on regarde notamment le nickel, le cobalt ou le lithium qui vont rentrer dans les batteries de véhicules électriques et qui vont rentrer aussi dans d'autres technologies bas carbone, hein, parce qu'il ne faut pas se limiter aux véhicules électriques. Ces marchés de métaux, ils sont plus concentrés que le marché du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il y a moins d'acteurs qui produisent et donc il y a moins aussi d'entreprises qui produisent. Donc ça veut dire que en économie, on appelle ça le pouvoir de marché, c'est-à-dire que la capacité qu'a une entreprise ou un pays d'influencer les prix. Donc effectivement, se pose la question de est-ce qu'on passe pas d'une dépendance à une autre? Alors effectivement, et ça a été tout le travail qu'on a mené depuis 5 ou 6 ans, sur ce sujet-là, d'un point de vue géopolitique. Il va se passer la chose suivante, c'est qu'il y a certains pays qui n'avaient pas de pouvoir de marché. On peut penser notamment, à des pays d'Amérique latine, hein, qui ont de très, très fortes ressources, Ça, à c'est par la exemple le Chili, ouais, le l'Argentine. Chili, Argentine. Alors, par exemple, sur le marché du lithium, il est assez intéressant. Vous avez toute une partie de l'Amérique latine, hein, qui produit du lithium, Chili, Argentine. Vous avez un gros pays, enfin un pays qui a de grosses ressources en lithium et qui n'en produit que très très peu, c'est la Bolivie. Mais ce qu'on appelle ce triangle du lithium, cette zone, potentiellement, elle va concentrer plus de 50% des ressources mondiales de lithium. On se pose la question notamment de est-ce qu'on pourrait pas avoir une forme de pouvoir de marché entre ces trois pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, dans cette géopolitique des métaux, pourraient aussi jouer un rôle très différent de celui qu'ils ont aujourd'hui? Ouais, on peut penser notamment à l'Australie, hein, grand pays minier très riche en cuivre, en nickel, en lithium, en terres rares. On va avoir aussi certains pays africains. On peut penser à la République démocratique du Congo, hein, 70% de la production de cobalt au niveau mondial. Et puis, il faut pas oublier aussi un grand pays qui a un pouvoir de marché absolument extraordinaire, c'est la Chine. Alors, pas forcément en termes de production, d'extraction, hein, même si le sous-sol chinois, il est très, très riche en nombreux métaux très diversifiés. Mais la Chine, elle s'est positionnée plutôt sur l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que quand vous avez un métal, on va l'extraire, on va le concentrer, et après on va ce qu'on appelle le raffiner pour permettre d'avoir notamment des taux de pureté qui sont très élevés, hein. Pour rentrer dans une batterie de véhicule électrique, il faut des taux de pureté de 99,9%. Ces étapes-là, notamment sur la batterie de véhicule électrique, si vous prenez le nickel, le cobalt, le lithium, le manganèse, vous allez avoir 70% de ces métaux qui sont raffinés en Chine.
Donc la Chine, c'est un petit peu comme une paille à matériaux et cette paille à matériaux, eh ben, la Chine, elle s'en sert déjà pour alimenter son économie parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi une économie qui veut se décarboner. Mais bien évidemment, on peut s'interroger sur après la dépendance des pays européens, notamment à la Chine en matière de matériaux. Oui, ça c'est un gros sujet parce que l'industrie, automobile européenne s'est structurée autour du véhicule thermique, en particulier en Allemagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni et donc là, il y a l'idée que, en fait, d'une certaine manière, la Chine est en avance, sur un certain nombre de domaines qui sont liés aux véhicules électriques et aux batteries et notamment la question du raffinage des métaux et donc que ça peut créer un déséquilibre, avec du coup certaines critiques qui disent: «Bon mais de toute façon, on est trop en retard, maintenant, par rapport à la Chine, donc de toute façon, cette dépendance, elle est déjà là». Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Alors la dépendance, elle est déjà là, bien évidemment. Après, il faut voir ce qu'on en a fait au niveau, européen. Au niveau européen, en 2017, on a lancé, ce que l'on appelle, l'Alliance européenne des batteries, hein et l'Alliance européenne des batteries, c'est quoi? C'est de produire à l'horizon 2026-2027 près d'un quart des batteries, de véhicules électriques pour le marché européen. On a aussi lancé, l'Alliance européenne, des matières premières, où on essaie de développer ce qu'on appelle une diplomatie minérale. C'est-à-dire comment faire pour aller, notamment contractualiser ou investir, sur les marchés de matériaux au niveau international. Mais le problème, c'est que on a 20 ans de retard. On a 20 ans de retard, notamment sur la Chine. Lorsque vous regardez les investissements miniers, ils ont été consacrés, depuis les années 2000 au départ au pétrole et gaz et puis depuis 2005-2006, c'est des investissements au Chili, au Pérou pour du cuivre, du lithium, en Australie, en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo. On considère par exemple que la Chine, qui ne produit que 1% du cobalt mondial, en réalité, via ses entreprises et via ses prises de participation, est responsable de 60% de la production mondiale de cobalt, alors qu'elle n'a que 1% sur son territoire. Donc ça veut dire qu'on a pris du retard sur cette question de la diplomatie minérale. Bah, gage à nous de rattraper. On a 2 manières, hein, on a plusieurs leviers, hein. On peut, soit s'intéresser à ce que l'on a dans notre sous-sol, soit essayer de contractualiser avec, des pays qui sont producteurs. Alors justement, sur ce qu'il y a dans notre sous-sol, récemment, il y a un projet qui a émergé d'ouvrir une mine, de lithium, dans l'Allier, en France. Est-ce que, ça, en termes d'ordre de grandeur, le fait de rouvrir des mines en Europe, d'abord, est-ce que ça pourrait changer vraiment la donne? Et puis, est-ce qu'il y a des risques? Parce que vous parliez tout à l'heure des risques environnementaux sur un certain nombre de projets miniers. On sait que les mines, c'est, quand même un impact, environnemental qui est important, un impact sur la santé, un impact sur la biodiversité. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au fond? Est-ce que ça a un intérêt, de rouvrir des mines en Europe, et quels sont les risques qui y sont associés? Ça a un intérêt. Alors, moi, je trouve que déjà, ça a un intérêt que je qualifierais un peu de philosophique de notre rapport à la transition. C'est-à-dire à nous de prendre aussi la part des choses. C'est-à-dire que d'extraire sur notre territoire quand on a la possibilité de le faire, et notamment dans cette mine dans l'Allier, hein, bah, ça veut dire tout simplement, oui, on prend notre part du travail. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Europe, il n'y a pas qu'en France, hein, il y a aussi au Portugal, il y en a potentiellement en Allemagne, et puis on a aussi la possibilité de fabriquer ou d'extraire du lithium de mine, mais aussi du lithium de saumure de géothermie, où là, on a déjà des installations de géothermie, et notamment, bah, il y a des projets dans l'est de la France, hein, à la frontière franco-allemande, où on extrait du lithium qu'on qualifie de vert, même si, encore une fois, le terme n'est sûrement pas le bon. Le problème avec l'empreinte minière, c'est que vous allez avoir une artificialisation. Et donc, si on artificialise, parce que bah, pour une mine, il vous faut des routes. Il vous faut, alors s'il vous faut pas des routes, il vous faut des voies ferrées. Mais en tout cas, à un moment, on va un peu artificialiser le sol. Donc, après, tout va être la question de l'acceptation de ces projets. Et si c'est travailler en amont avec les acteurs locaux, mais pourquoi pas? À l'heure actuelle, notamment ce qui se passe au Portugal, bon, les projets prennent du temps, hein, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Mais à mon sens, c'est un levier d'action qu'il faut regarder. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais en fait, cette question-là, elle ne se pose pas uniquement pour, les métaux qui sont nécessaires pour, fabriquer, des véhicules électriques ou des batteries. Elle se pose plus globalement dans la transition énergétique et notamment pour le solaire et l'éolien qui requièrent aussi ce type de métaux. Est-ce que, c'est la même chose? C'est-à-dire, est-ce que les questions qui se posent pour les batteries se posent de la même manière, pour, les énergies renouvelables? Oui, complètement. Je commence mon image sur le véhicule électrique. Un véhicule thermique, c'est 20 kilos de cuivre, un hybride, c'est 40.
Un électrique, c'est 80. Donc, on va avoir un rapport de 1 à 4. Lorsqu'on regarde une installation, les besoins en cuivre, notamment pour comparer aux mêmes mégawatts installés entre une centrale à gaz et du solaire, on va avoir un rapport de 1 à 5. Donc, c'est-à-dire on a besoin de 5 fois plus de cuivre pour du solaire que pour une centrale à gaz. On va avoir besoin de 4 fois plus de cuivre pour un véhicule électrique que pour un véhicule thermique. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut pas faire la transition. C'est pas pour ça qu'il faut pas électrifier et décarboner. Mais il faut juste, dès aujourd'hui, se poser la question de comment on va assurer nos approvisionnements en matériaux. Il y a un autre sujet dont vous avez aussi déjà parlé, c'est qu'en fait, le volume de métaux dont on va avoir besoin dans la transition énergétique est absolument considérable. Est-ce que tout simplement, il y en aura assez? C'est-à-dire, si on suit toutes les trajectoires de développement des véhicules électriques avec leurs batteries, des éoliennes, des panneaux solaires, etc., est-ce qu'on va disposer d'un nombre suffisant de métaux pour faire cette transition? C'est une question très pertinente. Lorsqu'on regarde, par exemple, les scénarios prospectifs de l'Agence internationale de l'énergie, qui a fait des calculs d'évaluation de besoins, ils estiment qu'on va multiplier la demande en lithium par 42 d'ici 2040. Si on veut être dans des scénarios climatiques contraints, on va multiplier la demande de cobalt par 21, on va multiplier la demande de nickel par 19, on va multiplier même le cuivre par 3. Ça veut dire des besoins qui vont être vraiment exponentiels abondant. Alors nous, on a aussi fait des estimations. On s'est intéressé à si on est dans un monde où on limite la hausse des températures à 2 degrés, qu'est-ce qui se passe en termes de consommation cumulée, c'est-à-dire entre aujourd'hui et 2050 au niveau mondial. Nous, nos résultats, ils montrent que, par exemple, dans des scénarios très contraints, avec très peu de politique publique, c'est-à-dire très peu de recyclage, très peu de mobilité soutenable, c'est-à-dire, quelque part, les scénarios les plus contraints d'un point de vue climatique sans politique publique, on pourrait consommer 90% des ressources mondiales de cuivre. C'est-à-dire qu'en 3 décennies, on va manger 90% des ressources mondiales de cuivre, 87% de la bauxite. On va aussi consommer 83% du cobalt, 60% du nickel. Pour le lithium, on est autour de 30%. Et puis pour les terres rares, on est un petit peu plus bas, on est autour de 4%. Donc, la question des véhicules électriques et des techno bas carbone va ramener de la pression sur les matériaux. Et bien évidemment, il faut se poser les questions à tous les niveaux, géologiques, économiques, environnementales et géopolitiques. Vous en avez parlé, un des sujets, c'est d'arriver à la fois à décarboner, assurer notre approvisionnement en matériaux. La question que je me pose, c'est un peu quels outils on peut mobiliser pour y arriver? C'est-à-dire, est-ce que c'est, des politiques publiques qui doivent, réglementer un certain nombre, d'usages? Est-ce que c'est, du côté des constructeurs automobiles, qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui vous semble être des leviers qui ont un impact sur, notamment cet usage des métaux? À mon sens, on a le réglementaire. Il suffirait de réglementer la taille, le poids, la puissance des batteries pour diminuer tout simplement notre consommation de métaux. Après, de manière globale... Donc simplement sur ce point, ça veut dire imposer, par exemple, aux constructeurs automobiles de dire: on veut des voitures de cette taille-là, avec ce type de batterie-là. Tout simplement, tout simplement. Alors je sais, c'est un peu hors marché, c'est pas vraiment dans le vent, j'allais dire, de la relation qu'on entretient avec le système capitaliste actuel, mais à mon sens, il y a un moment, il va falloir se poser de réelles questions sur ces tanks électriques qui sont dans nos rues et qui prennent une place très, très, très importante. Donc, il faut réfléchir de manière plus globale à la place de l'automobile. Cette espèce de mimétisme qui fait que lorsque vous voyez que votre voisin a un SUV, vous allez vous acheter un SUV. Vous savez, les sociologues le diraient beaucoup mieux que moi, mais la voiture, ça a été la liberté, l'émancipation, et maintenant, c'est le code social de la réussite sociale et de copier son voisin. Donc, ces représentations-là qu'il faut aller casser. Donc, il y a ce système de représentation, il y a le réglementaire. Il y a aussi des politiques publiques, j'allais dire plus classiques, mais très ambitieuses. Nous, quand on travaille et qu'on essaie de réduire les besoins en matériaux, qu'est-ce qu'on fait? On introduit des concepts de type mobilité soutenable. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des modélisations où on met plus de transports publics. On met plus de personnes dans la même voiture. On va optimiser un peu plus ces systèmes de transport.
D'accord. Et là, vous avez des réductions de la consommation de matériaux. Pour le cuivre, ça peut aller de 4 à 20% en moins selon les pays. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que vous dites, c'est que pour faire baisser notre besoin en matériaux, en fait, il faut changer nos usages, nos manières de consommer. Vous vous en êtes sûrement pas aperçu, mais ce matin, quand vous vous êtes levé, eh bien, vous avez, sans le savoir, consommé 34 kilos de matériaux d'un point de vue global. Quand je dis matériaux, il y a de la biomasse, de l'énergie, des métaux, enfin des minerais non métalliques. Et parmi ces 34 kilos, vous avez consommé 3,5 kilos de métaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'allais dire, votre environnement, votre structure, c'est constitué de métaux. Et donc, c'est 34 kilos par jour et par personne. Et ça, on ne le voit pas. Votre magnifique objet du quotidien qui s'appelle un iPhone, enfin, je ne devrais pas dire iPhone d'ailleurs, qui s'appelle un téléphone portable, parce que c'est la même chose pour tous les constructeurs, il pèse 200 grammes. Il a fallu excaver des mines entre 70 et 200 kilos de métaux ou de minerais, dont on a jeté, on a créé environ 195 kilos de déchets sur ces 200 kilos. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a complètement oublié la composante matériaux de nos économies. Et notamment, peut-être que ce soir, vous ne regarderez pas votre cuisine de la même façon. La cuisine d'un Français, en moyenne, c'est 560 kilos. D'accord ? Lorsque vous agrégez le matériel électrique, la machine à laver, le lave-vaisselle, etc., etc., il a fallu 11 tonnes de matériaux. Donc, vous voyez, en gros, on a perdu le rapport au matériel, on a perdu le rapport aux minerais. Et donc, ça doit nous inciter notamment à former, à informer. Ouais, ça, je crois que c'est à la fois important et difficile parce que, par exemple, c'est des débats qu'on a déjà sur la question de l'énergie. Mais sur la question de l'énergie, à un moment donné, quand les prix augmentent, les gens se rendent compte qu'en fait, ils sont dépendants au pétrole qu'ils mettent dans leur voiture ou que l'électricité leur coûte trop cher. Sur les métaux, sur les matériaux, c'est plus difficile parce que c'est tellement imbriqué. C'est-à-dire que ça dépend pas tant que ça du choix des individus puisqu'en fait, ils achètent ce qui existe, le type de voiture qui existe, le type de machine à laver qui existe, etc. Et donc ça, je trouve que ça pose aussi des questions de sobriété collective, c'est-à-dire aussi de pas simplement des gestes individuels que chacun peut faire en disant: «Bon, je vais faire réparer mon lave-linge plutôt que d'en racheter un nouveau», ça c'est bien, mais ça pose plutôt la question des usages, c'est-à-dire dans la fabrication, qu'est-ce qu'on utilise comme type de métaux? Comment on s'assure que, ce soit des choses qui soient réparables? Comment on s'assure qu'il y ait une trajectoire de fin de vie pour ces équipements qui existent? Complètement. Ça veut dire qu'il faut organiser de manière structurelle la sobriété. Et pas seulement tous les débats qu'on a eus sur la sobriété énergétique depuis quelques mois sont intéressants, mais c'est d'un point de vue global, il faudrait parler de sobriété matériaux. Et moi, j'ai vraiment une très grande interrogation sur ces questions-là parce que, bien évidemment, il y a toute la question de légiférer sur le surdimensionnement, aller vers dans une démarche low-tech. Toutes ces options doivent être bien évidemment étudiées. Il faut aussi changer les outils des économistes. Et là, je vais contre ma profession, hein, mais c'est très intéressant parce que tous les scénarios qu'on a de transition bas carbone, de décarbonation, sans rentrer dans la technique, on va utiliser des modèles économiques où la fonction principale, c'est de minimiser les coûts. En gros, on nous interroge en nous demandant comment faire pour que ça coûte le moins cher. Voyez, mais pour atteindre cet objectif, on ne nous demande jamais comment faire pour que ça minimise la consommation matériaux. Par exemple, il y a très peu de modèles qui vont prendre en compte des automobiles low-tech. Est-ce que ça existe ? Ouais, ça existe sûrement. Et puis, si ça n'existe pas, il faut la créer. C'est le véhicule de petite taille. Donc, vous voyez, il y a aussi tout le paradigme dans lequel les économistes pensent, où en gros, minimiser la contrainte matériaux, ça n'a jamais été une issue, alors qu'il faut le faire parce que, encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des investissements dans les technologies bas carbone. À l'heure actuelle, on est à 755 milliards de dollars. Pour être sur une trajectoire 1,5, il faut multiplier par 3 au minimum ces investissements. Ça veut dire quoi ? Dans le même temps, ça veut dire que les investissements miniers aujourd'hui, ils sont à 80 milliards de dollars. Il faut les multiplier par 2. Donc, vous imaginez, il faut multiplier par 3 les investissements dans les technos bas carbone et en même temps, il faut multiplier par 2 les investissements dans les extractions minières. Ça veut dire qu'à un moment, forcément, on s'interroge sur ces questions d'impact environnementaux et d'externalité. Et donc, la meilleure façon de ne pas en avoir, c'est de réduire nos propres consommations. Mais pour ça, il faut informer. La question de réduire nos consommations en général, c'est un sujet dont on a souvent parlé ici dans Chaleur Humaine.
On l'avait fait par exemple avec Julia Faure sur la question des vêtements et de l'industrie textile. Mais je repense aussi à ce que disait Thomas Vérinck du réseau de transport d'électricité, qui était il y a quelques jours dans ce même studio pour un épisode sur comment on peut décarboner la France. Et il disait, ben, dans toutes les consultations qu'on a menées, le sujet de la sobriété, c'était un des sujets les plus clivants, les plus difficiles en fait, parce qu'il implique des changements dans la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, ça vous interroge? Ce qui m'interroge aussi, c'est pourquoi on est dans un monde où les gouvernements ne prennent pas à cœur cette question de la sobriété. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à mon sens, la sobriété dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est un vecteur de puissance. Un pays qui sera sobre, un pays qui aura répondu, j'allais dire, aux attentes en termes de décarbonation, un pays qui prendra en compte justement ces questions de sobriété énergétique, sobriété matériaux, ça sera un pays qui sera attractif, ça sera un pays dans lequel les gens auront envie de vivre, de se développer et de faire de l'activité économique. Donc, c'est pas antinomique avec de l'activité économique. Et pour l'instant, sobriété, vecteur de puissance, ça passe pas. Mais je peux vous assurer que dans 20 ans, vous me réinviterez, j'espère, eh bien, on sera dans un monde où un pays sobre, ça sera un pays vraiment puissant. Bon, alors c'est vrai que déjà, on a du mal avec l'idée de sobriété énergétique. Si on rajoute une sobriété matériaux en plus, ça donne encore plus à réfléchir. Et je me dis, c'est un horizon qui est peut-être vraiment difficile à atteindre. Vous qui regardez cette transition avec ses avantages et ses inconvénients, qu'est-ce qui malgré tout vous donne de l'espoir? Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est, j'allais dire, la multiplication des conférences que je fais et le public de plus en plus nombreux qui s'intéresse à ces questions matériaux. C'est aussi le fait que ces questions de sobriété matériaux ou de sobriété d'un point de vue global ou de la prise en compte notamment de la thématique des métaux, ça soit de plus en plus interrogé à la fois par les médias mais à la fois par le grand public. Et ça, pour moi, ça me fait me lever le matin parce que j'ai vraiment envie d'aller répondre à justement toutes ces questions et de travailler notamment sur des options, sur des solutions à proposer aux différents acteurs. Ce qui me rend optimiste, c'est quand on me demande par exemple d'aller former les hauts fonctionnaires français, parce que bien évidemment, c'est de là que doit partir le signal. Alors avant de vous laisser repartir, regarder, l'impact de chacune, des batteries ou de chacun des téléphones, qu'on peut voir dans la rue ou dans le métro, je voulais vous poser quelques questions sur comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que vous, par exemple, vous avez un véhicule électrique? Mais moi, j'ai pas de véhicule. En fait, quand on m'interroge sur les véhicules électriques, je rigole souvent parce que j'ai passé mon permis, mais en gros, je pense que je n'ai pas conduit une seule automobile depuis près de 20 ans. Mais je suis un chanceux, hein. Après, moi, j'organise vraiment ma mobilité la plus active possible. Et quand je dis active, c'est beaucoup de marche à pied, beaucoup de vélo. En fait, j'ai peur en voiture. Donc, je suis pas un bon client, en fait, sur les questions de véhicules. Ma femme, par contre, a une hybride. Et sur la mobilité longue distance, est-ce que vous prenez, l'avion, par exemple? J'ai pas pris l'avion depuis 2019. C'est par choix, hein. Alors ça peut poser un problème en termes pour un chercheur, parce que ça coupe véritablement des liens qu'on peut avoir à longue distance. Mais moi, je préfère ne pas prendre l'avion pour être en accord avec mes valeurs. Est-ce que, il y a d'autres aspects dans votre vie sur lesquels vous vous interrogez? Par exemple, il y a des gens qui décident de limiter leur consommation de viande. Est-ce que vous, c'est votre cas? Ouais, c'est totalement le cas, oui. Ouais, ouais. Est-ce que vous, il y a un comportement, un usage, quelque chose qui d'un point de vue, climatique, énergétique, ou d'usage de métaux, de matériaux qui vous fait dresser les cheveux sur la tête, qui vous est absolument insupportable, où vous dites: «Ça, c'est vraiment un truc, ça devrait pas exister»? Alors ça peut être une personne aussi. Alors si c'est une personne, moi je dirais Elon Musk, à la fois pour ce qu'il est, puis pour ce qu'il représente, c'est-à-dire le rêve californien de la technologie, le rêve que la technologie va pouvoir nous sauver. Les Tesla, hein, où on fait croire qu'on a face à nous un véhicule écologique, alors que par exemple dans une Tesla, dans la Tesla la plus haut de gamme, vous allez avoir 280 kilos de cuivre. Donc en gros, vous transportez tout simplement des métaux. Donc c'est formidable, vous avez une mine urbaine en fait, vous êtes assis sur une mine urbaine, mais je suis pas sûr qu'en termes d'usage, ça soit le plus approprié environnementalement. Merci Emmanuel H. Merci beaucoup.
Je dois dire que je ressors de cette discussion avec Emmanuel H avec quelques certitudes, mais aussi beaucoup de questions. Le premier élément, c'est de comprendre que beaucoup de fausses informations circulent sur la voiture électrique. Malgré tous ses défauts, le véhicule électrique, il est moins polluant qu'une voiture thermique, qu'il s'agisse des émissions de gaz à effet de serre ou de la pollution de l'air, et dans la quasi-totalité des pays du monde. L'autre chose qui est souvent mal comprise, c'est ce sujet des terres rares. D'abord, elles sont pas si rares, et en plus, on n'en utilise pas vraiment dans les batteries. Donc vous pouvez dire à votre oncle ou votre cousine qui vous prend la tête sur ce type de sujet, cette question-là, elle est réglée. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important. Sur l'ensemble de sa durée de vie, un véhicule électrique est moins polluant qu'un véhicule à essence. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, la note de l'ADEME à ce sujet est assez claire. Je la mets en lien ci-dessous, ainsi qu'un article qu'a écrit ma collègue Sophie Fay qui résume bien le sujet. La deuxième chose que je retiens, c'est que le basculement vers l'électrique, en fait, ça suffit pas. Si on veut vraiment aller dans la bonne direction, il faut travailler à avoir des voitures plus légères. Et c'est pas du tout ce que font les constructeurs automobiles, qui se sont finalement lancés dans l'électrique en faisant des gros SUV parce que c'est ce qu'ils peuvent vendre le plus cher. C'est là que l'expertise d'Emmanuel H est, je trouve, très importante. Il ne suffit pas de regarder le CO2, les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi être rationnel dans notre utilisation des métaux dont on dispose. Être plus sobre dans la conception des véhicules, ce sera mieux pour notre avenir climatique, mais ça sera aussi moins cher pour tout le monde et ça nous évitera de devenir dépendants de pays qui détiennent les ressources. Ça renvoie à ce que disait un autre invité de Chaleur Humaine, l'ingénieur Philippe Biwix. C'est cette idée de discernement technologique ou techno-discernement. Ça, j'ai bien retenu, j'ai bien aimé. Cette idée qu'on devrait produire en fonction de nos besoins réels. Et je continue de penser que c'est un chemin intéressant à suivre. Mais comment faire pour l'imposer aux constructeurs automobiles ? J'ai pas la réponse à cette question cruciale, mais je vois bien que c'est difficile. C'est un peu comme demander à Obélix d'arrêter de manger du sanglier. Le troisième point, c'est la question des usages. Il y a un montage photo qui a beaucoup circulé ces dernières années sur Internet. On voit la rue d'une ville entièrement remplie de voitures, avec une seule personne à bord, avec comme légende une ville avec des voitures thermiques. Et à côté, il y a la même photo, avec les mêmes véhicules, le même faible nombre d'occupants, et la légende une ville avec des voitures électriques. C'est sûr que si on veut faire exactement la même chose avec les véhicules électriques qu'avec les voitures à essence, on ne prend pas la bonne route. Ce qui veut dire que pour se débarrasser de la voiture à essence, la voiture électrique, c'est un des outils, mais ce n'est pas le seul. Les transports publics, la marche, le vélo, aménager le territoire pour avoir des emplois plus proches de la vie des gens, des commerces plus proches de la vie des gens, des collèges, des écoles, des hôpitaux plus proches de la vie des gens, tout ça, c'est crucial dans la transition. Il y a quand même un aspect qui m'interroge. C'est cette question de rouvrir des mines en France et en Europe. Je suis d'accord avec Emmanuel H, parce que c'est une manière de se rendre compte des impacts de nos consommations. Mais est-ce qu'on sait faire de l'activité minière avec des bonnes conditions sociales et sans détruire l'environnement, sans artificialiser massivement les sols? J'en sais rien. Dans cette conversation avec Emmanuel H, il y a aussi plusieurs points qu'on n'a pas abordés et qui sont pourtant importants. Le prix des véhicules électriques, la question des bornes de recharge, l'impact sur le réseau, sans parler bien sûr du développement du vélo et du transport public. Tout ça, c'est promis, on en parlera dans un prochain épisode de Chaleur Humaine. Alors n'hésitez pas à me nourrir et à continuer à m'envoyer vos réflexions et vos avis sur le sujet. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard qui a également composé la musique originale. Comme toujours, je suis très heureux de recevoir vos avis, critiques, vieux moteurs diesel et kebbe de potiron et d'épinards sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. Mon retard s'agrandit, j'en suis à 253 messages de retard, mais je promets d'essayer de répondre à tout le monde avant Noël. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde et vous pouvez la recevoir tous les mardis. Vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez même ajouter des étoiles si cet épisode vous a plu. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.